Donc ce matin, je suis Delphine Rideau, directrice de la Maison des Ados de Strasbourg et du réseau Virage. J'introduirai cette présentation du guide pédagogique et si j'avais tort qu'on va diffuser euh, par quelques notions autour de la prévention des radicalisations violentes, des notions qu'on a essayer de rassembler en équipe et en réseau avec un certain nombre d'autres équipes avec lesquelles on travaille sur ces sujets. Rabia Senoussi, qui est conseillère technique sociale au sein de l'équipe du réseau Virage, nous présentera plus concrètement ce qu'on a pu mener comme action autour de ces dispositifs de prévention dont on va parler ce matin avec Vincent Viac, qui est vidéaste pour CAPTA et le M33 et qui travaille avec nous aussi depuis plusieurs années sur le réseau Virage. Ils prendront la parole à tour de rôle dans la matinée en relais avec moi. Alors, un tout petit mot de l'ensemble des missions du réseau Virage pour ceux qui les connaissent pas forcément très bien. L'équipe du réseau Virage donc intervient sur tout le Grand Est depuis 2017 à la demande de l'ARS. Donc c'est l'ARS qui a créé cette équipe qui a des missions d'accompagnement et d'orientation des personnes concernées par des problématiques de radicalisation violente. Et de leur famille. Donc, différents partenaires nous orientent des personnes qu'ils ont eu à rencontrer dans le cadre de leur mission et puis des personnes ou des familles nous sollicitent directement. Ça, c'est la partie, on va dire, clinique de l'activité du réseau Virage. Une autre partie qui est celle qui nous réunit aujourd'hui, qui est de sensibiliser, former et proposer des contenus réflexifs sur ces problématiques et toutes celles qui traversent la question des radicalisations violentes. Celle sur laquelle dont on va parler plus concrètement aujourd'hui, c'est l'activité de prévention primaire. Dont l'ARS voulait qu'on s'empare dès le début de la création du réseau Virage, avec une volonté non pas forcément de dispenser des actions de prévention primaire dans tout le Grand Est, ça aurait été un petit peu ambitieux vu la taille du territoire sur lequel on était missionné, mais plutôt d'expérimenter des outils et des stratégies de prévention construits par d'autres et puis éventuellement d'en construire nous-mêmes. Donc c'est la dynamique dans laquelle on est depuis quelques années maintenant. C'était pas la partie la plus facile à engager de toutes ces missions parce que on avait en équipe touché du doigt assez rapidement, justement en rencontrant des jeunes et des familles concernées, que on avait autant de risques en menant des activités de prévention, de faire de la prévention, tout comme le risque d'être contre-productif et de travailler à contre-courant de ce qu'on voulait prévenir. Donc, je me permets de vous faire repartager avant l'ensemble de nos échanges de la matinée ce qui me semble important d'avoir bien tous en tête, c'est la définition générale et admise aujourd'hui par tous de ce que sont ces radicalisations violentes. Et notamment la définition qui est retenue aujourd'hui par le secrétariat général du CIPDR, qui est celle de Farhat Roussou-Kavar, et qui prédispose que les radicalisations violentes sont un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi. C'est sur cette partie que je vous propose de s'arrêter un petit peu ce matin sur le plan politique, social ou culturel.
qui le contestent, on va voir que c'est une nuance importante à prendre en compte. Cette définition ne prévoit pas, ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de contester. L'ordre établi, la question c'est la manière et le réfléchir au prisme du fait que cette définition nous invite à réfléchir sur toutes les formes et tous les socles religieux ou idéologiques qui peuvent conduire à de la violence. Je vais juste continuer, voilà. Ce qui nous semble important, du coup, à partir de cette définition et cette notion de contestation, c'est de prendre en compte le fait que cette contestation, elle peut s'organiser et que c'est une forme de dialogue qui, pour ce qui est des populations les plus jeunes, notamment, mais pas seulement, est importante de soutenir et de soutenir de façon positive, que les professionnels soutiennent cette contestation dans tous les environnements de tous les adolescents, puisque on a observé maintenant de façon assez consensuelle que la question des radicalisations violentes n'est pas forcément liée que à certains groupes ou à certaines origines ou à certains quartiers, mais que c'est un risque auquel sont exposés finalement tous les publics. Et donc, notre credo, entre guillemets, au sein de notre équipe et d'un certain nombre d'autres équipes qui travaillent sur ces questions, c'est de promouvoir des outils et des stratégies de prévention qui favorisent un dialogue actif du débat et de l'esprit critique dans tous les environnements de tous les adolescents et aussi en famille, à l'école, dans les loisirs, le sport ou la culture et sur tous les territoires, y compris numériques. L'idée, c'est aussi que ces dialogues, ces débats, ces exercices d'esprit critique puissent s'organiser et se mettre en œuvre sur tous les sujets, et particulièrement ceux qui font tabou et que traditionnellement, un grand nombre de professionnels ont du mal à aborder dans leur pratique quotidienne, dans leur choix d'actions de prévention divers et variés. Et ces sujets qui font particulièrement tabou, ce sont les sujets politiques au sens de la citoyenneté, les sujets religieux au sens qu'on entend nous au sens de la spiritualité, du sens de la vie humaine et de toutes les vies, les sujets relatifs aux relations sentimentales et à la sexualité, et les sujets relatifs aux dépendances et aux addictions. On a observé que nos jeunes, et particulièrement peut-être ceux qui se radicalisent, sans forcément que ça n'emporte tout de suite, on est bien dans une notion de processus, une question de violence, mais ce sont des jeunes qui souvent ont manqué d'occasion de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être entendus et de pouvoir entendre aussi leur père, et on va voir aussi que ça se joue en intergénérationnel sur tous ces sujets, et qu'il ne faut pas qu'on abandonne, nous, en tant qu'adultes et en tant que professionnels. C'est important de le dire parce que je pense que c'est quelque chose qui a toujours été complexe pour les professionnels d'organiser du débat, de l'échange autour de ces sujets-là, que sont donc la politique, la religion, les relations sentimentales et les dépendances. C'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui puisque on est dans une période sociale, dans une période commune et collective qui est de plus en plus clivante et polarisante sur ces sujets-là. Et donc, bon nombre de professionnels nous font part du fait que oui, ok, c'est sûrement important d'aborder ces sujets-là, mais ça devient de plus en plus complexe, possiblement de plus en plus tendu, et ne savent plus trop comment faire.
Donc, l'objectif de cette matinée, c'est justement de proposer à chacun des outils pour pouvoir le faire en étant le plus protégé possible et en protégeant le plus possible aussi les publics auxquels vous vous adressez, de tomber dans ce piège du clivage et de la polarisation et malgré tout de pouvoir proposer des échanges, des débats au public que vous accompagnez. Concrètement, l'exercice du débat et de l'esprit critique nous semble du coup la voie la plus privilégiée ou à privilégier pour faire prévention en matière de radicalisation violente, donc dans tous les contextes que je viens d'évoquer, de la vie des jeunes et des familles, et puis sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Pour faire cet exercice du débat et de l'esprit critique, il s'agit d'avoir bien à l'esprit qu'on va chercher à créer des espaces de parole libres. Donc, on n'est pas dans de la diffusion de savoir et de prêt-à-penser. C'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas dans un modèle à cet endroit-là, hein, quand on veut faire de l'exercice du débat et de l'esprit critique, on n'est pas dans un modèle de transmission de connaissances de façon descendante d'adultes à un public auquel on s'adresse. Au contraire, on va chercher à soutenir les différences et les changements d'avis et on va chercher à promouvoir des apprentissages partagés. Quand on dit apprentissage partagé, ça sous-entend que l'animateur ou le professionnel de ces actions, ou les professionnels, parce que c'est en général plus confortable, je pense que Vincent et Rabia nous en feront part de le faire à plusieurs, vont être aussi eux-mêmes dans une posture dans laquelle ils se préparent à apprendre de leur public et pas seulement d'animer un échange entre les personnes de leur groupe, mais aussi de leur permettre d'apprendre et eux-mêmes d'apprendre en retour. C'est dans ce sens-là que on se met dans une logique de modèle incarné, c'est-à-dire que nous-mêmes, ce qu'on vous propose par rapport aux outils dont on va parler ce matin, on se met dans la posture de s'y exercer avec les publics avec lesquels on mène des actions de prévention et on ne s'en extrait pas, on essaye de nous-mêmes se mettre en position de débat et d'exercice d'esprit critique. Dans ce contexte-là, on va chercher à valoriser la multiplicité des identités d'appartenance, c'est-à-dire soutenir vraiment l'idée qu'on peut débattre, on peut s'exercer à l'esprit critique ensemble dans un groupe sans se ressembler et en se respectant dans nos différences à différents égards. Ce qui peut être important aussi de souligner, c'est que ces actions dont on va vous parler, il nous semble important d'essayer de les mener, de les construire avec les publics auxquels elles s'adressent et si possible en intergénérationnel, voire même plus loin, c'est pas mentionné dans le PowerPoint, mais à 3 générations. On a eu l'occasion d'expérimenter des actions dans lesquelles, ces actions qu'on va vous présenter, dans lesquelles on avait des publics qui étaient rassemblés à 3 générations. Et c'est extrêmement porteur plutôt que de travailler avec à chaque fois un seul groupe générationnel. Et je ne le redis pas, l'implication des professionnels eux-mêmes, voire des institutions. On a eu l'occasion de travailler, les collègues le rediront après, dans des contextes où des responsables institutionnels se sont impliqués eux-mêmes pour évoquer leurs propres expériences de changement d'avis et de rencontres et de débats qui ont été porteuses pour eux dans un futur personnel ou professionnel. Et c'est, j'ai envie de dire, un peu le must quand vous avez un responsable, un directeur, quelqu'un qui peut s'engager au sein du groupe pour faire l'exercice avec le groupe et vous-même qui animez une éventuelle action de prévention.
Voilà, Rabia, je vais te laisser la parole pour nous parler des expérimentations que nous avons pu mener depuis quelques années maintenant et qui vont donc être reprises dans le guide que nous vous présentons aujourd'hui. Si tu es prête et s'il n'y a pas de questions par rapport à ce que je viens de dire, j'en vois pas dans le fil de discussion. Est-ce que quelqu'un voulait réagir déjà peut-être à ce que j'ai évoqué sur grandes lignes de prévention primaire? Donc, à la création du réseau Virage, il a été demandé par l'ARS de faire prévention, d'agir en prévention auprès de nos publics. Mais effectivement, la prévention de la radicalisation n'était pas encore très développée en France. Ça ne nous a pas empêché, nous, pour l'équipe du réseau Virage, d'aller vraiment se renseigner auprès des acteurs locaux de la commune, du département et au niveau national, de voir ce qui existait. Le programme, la campagne qui a retenu notre attention est la campagne Et si j'avais tort, qui est une campagne qui est un dispositif imaginé au Québec par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, dont les objectifs étaient de promouvoir le processus de résilience et le développement de l'esprit critique par le biais de témoignages vidéo. Cette campagne a donné lieu à la diffusion d'un guide pédagogique. Alors, pour citer le CPRMV, un guide pédagogique destiné aux enseignants, aux intervenants et aux animateurs impliqués auprès des jeunes et qui vise à faciliter et à encadrer l'organisation d'activités autour du développement d'aptitudes favorisant le processus de résilience et le développement d'un esprit critique comme facteur de protection face aux discours radicalisants et extrémistes menant à la violence. Nous savons aujourd'hui que le contre-discours en matière de radicalisation n'est pas efficace, qu'il n'est pas efficient et qu'il peut parfois être contre-productif. Pour faire prévention dans ce domaine, il est important pour nous, professionnels, d'étendre le champ de la prévention et de travailler à des outils qui permettent justement de questionner les mécanismes à l'œuvre dans le processus qui mène à une rupture radicale. Et il s'agit notamment ici d'agir sur les facteurs de protection qui sont propres à l'individu et à son environnement. C'est-à-dire qu'on peut aussi aider les jeunes, par exemple, en renforçant leur sentiment d'appartenance à leur milieu immédiat, en misant sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise, en leur apprenant à être critiques concernant les messages qui sont véhiculés, notamment sur les réseaux sociaux, ou encore en renforçant leur mobilisation autour d'un engagement positif. Initialement, le CPRMV avait prévu 5 axes de travail qui sont je n'ai pas ma place ici, qui permet d'aborder le sentiment d'exclusion, un même discours pour tous, où là on est sur la vision dogmatique, le nous contre eux, il s'agit là de polarisation des croyances. Ils sont tous pareils, l'essentialisation de l'autre, le manque de nuances et les valeurs universelles. Et le dernier axe est le « ça ne me regarde pas », le sentiment d'indifférence. Le réseau Virage a choisi de reprendre ce dispositif et de s'appuyer sur le guide pédagogique, mais tout en l'adaptant en fonction des publics que nous rencontrons, nous, ici, au niveau régional, Grand Est et local. Donc, en fonction des publics, mais également en fonction des partenaires qui nous sollicitent pour monter avec eux des actions de prévention. Nous avons donc fait le choix de ne pas reprendre ces axes que nous trouvions parfois trop contraignants. Et donc, nous ne les avons pas repris afin d'ouvrir et d'élargir vraiment les thématiques abordées, mais également de parler plus largement de discrimination afin d'intervenir en amont dans l'objectif toujours de faire prévention primaire. Ce projet a donc été expérimenté pour la première fois en 2018
lors du week-end du dialogue et du vivre ensemble qui a été organisé par l'association Éveil Méno, ici à Strasbourg. Et peut-être pour mieux comprendre le projet, le dispositif, en tout cas le dispositif vidéo, et si j'avais tort, peut-être qu'on peut passer le teaser qu'on a réalisé à l'époque à l'occasion de cet événement avec les acteurs phares du quartier et des personnes qui étaient présentes pour l'événement. Je ne sais pas, Vincent, est-ce qu'on lance le teaser ? Alors, j'ai eu tort lorsque je pensais qu'il fallait qu'on soit tous identiques. Tort lorsque je pensais que les longues études étaient dédiées à la bourgeoisie. Dans d'organes, avant, je pensais que c'est quelque chose qui ne devrait pas être possible. J'ai eu tort lorsque je pensais que les femmes qui portent le voile sont soumises. J'ai changé d'avis quand je suis arrivée au lycée. Je suis convaincu aujourd'hui que don d'organes, c'est quelque chose de bien, c'est un don de vie. J'ai changé d'avis en discutant avec une amie qui est féministe et qui m'expliquait que je me trompais de sujet. Cette différence, ça peut être une richesse, enfin c'est même une richesse. À travers cette différence que notre sens critique, il se développe. Et quand j'ai eu le relevé de notes du baccalauréat, je l'ai vu avec un... En fait, j'ai frôlé de ça, la mention très bien. Vous retrouverez la vidéo du teaser sur la chaîne YouTube de la Maison des Ados. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Vincent pour peut-être vous présenter les différents lieux de tournage et d'expérimentation de ce dispositif. Lorsque le processus a été engagé autour des Si j'avais tort, il a fallu mobiliser différents types de publics. Il y a eu ce week-end à la Méno, au CSC de la Méno, où on a installé un studio, là pour le coup, qui était assez complet avec des éclairages pour donner un peu de solennité à l'événement et de la confiance. Là, le groupe était effectivement mixte et nous avons pu en fait tester cette action pour la première fois en ayant effectivement un public qui était pour le coup mixte en termes de génération. Donc il y avait des personnes qui pouvaient avoir la quarantaine ou des jeunes comme Lali qu'on voit sur l'image. Donc on a pu le tester au CSC de la Méno. On a préparé les entretiens avec eux puisque c'est une des phases, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais qui est essentielle et qui nécessite effectivement la présence de différents intervenants. Donc pour la vidéo et là pour le coup puisqu'il y avait un studio, mais ça peut être aussi un éducateur avec un portable. Donc Rabia pour l'aspect social, mais aussi parfois si on peut être accompagné de psy, c'est bien. Puisque et si j'avais tort, c'est pas quelque chose qui est simple à mettre en œuvre, à
à développer pour toutes les personnes. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, et donc l'accueil de l'ordre de leur biographie et de principes qui peuvent être forts pour eux. Donc nous l'avons essayé au CSC de la Méno. Ensuite, à la semaine des discriminations, où c'est des classes qui venaient à la maison des ados, nous avons fait des sous-groupes à une partie qui était à regarder des témoignages et l'autre partie qui commençait à écrire c'est Et si j'avais tort. Quand on écrit les Et si j'avais tort, il faut effectivement pas mal de ressources en termes de professionnels pour pouvoir accompagner presque en tête-à-tête la personne. Certains y arrivent facilement, d'autres ont beaucoup plus de difficultés. Et là, je rejoins Delphine. Si vous avez l'envie de faire cette activité-là, essayez de le faire vous-même pour voir la difficulté et comment orienter parfois les usagers dans ce parcours-là. Donc, c'est aussi une discussion, hein, notamment autour de la biographie de la personne. On n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent choisir comme thème, mais il faut aussi les rendre sensibles au fait que s'ils ont accepté d'être filmés, ce qu'ils vont dire peut être diffusé. La question des droits, droit à l'image est essentielle aussi dans ce travail-là. Donc, à la semaine des discriminations, plusieurs classes sont passées, il y a de nombreux témoignages. Et ensuite, nous l'avons fait au Collège Erasme, in situ, c'est-à-dire qu'on a déplacé le studio dans le collège et que les classes par sous-groupe, hein, parce qu'il faut faire attention avec le ratio entre professionnels qui accompagnent l'action et nombre de personnes, puisqu'il faut pouvoir suivre l'écriture du témoignage pour l'amener ensuite au tournage. Juste une petite anecdote par rapport au collège Erasme. Donc c'est un collège qui est à Haute-Pierre, un quartier prioritaire de Strasbourg. Quand on parle de Et si j'avais tort, et même si on a pris le soin, comme nous l'avions fait, de venir dans le collège une ou deux fois auparavant en montrant des témoignages pour pouvoir informer les jeunes de ce qui allait se passer et de voir qui était OK pour le faire ou pas, ça suscite du débat, notamment quand les professeurs sont là. Vous allez avoir, si vous rentrez dans un établissement, un rôle de tiers, puisque si j'avais tort, c'est aussi parfois les jeunes qui disent aux profs qu'ils ont eu tort. Voilà. Donc ça, ça amène du débat qui est aussi dans la vie de l'établissement. Donc il faut savoir gérer cette situation, et c'est pour ça qu'il est aussi bien d'impliquer les professeurs. Je vois une question dans le chat. Alors vous inquiétez pas, on va développer l'activité témoignage. Et on va être un petit peu plus précis sur la mise en œuvre de l'activité. En tout cas, dans le guide d'action de prévention qu'on vous propose aujourd'hui, il figure pour le moment 4 activités. C'est un guide qui a vocation à évoluer. Nous allons continuer de l'alimenter, mais pour cette partie-là, enfin aujourd'hui au 16 décembre, les 4 actions qui sont décrites et qu'on vous propose sont des actions qu'on a pu mener, donc comme l'a expliqué Vincent, à différents endroits, qu'on a pu mettre en œuvre et sur lesquelles on a assez de recul quand même pour nous assurer que ce sont des activités qui peuvent être menées dans différents contextes. L'idée a vraiment été de vous proposer des activités faciles à monter, faciles à mettre en place, qui ne nécessitent pas beaucoup de matériel, ou en tout cas
pas de matériel qu'on ne trouverait pas, par exemple, dans une salle de classe ou dans un centre socioculturel, une maison des jeunes, etc. Donc pour la première activité, c'est l'activité qu'on appelle débat. C'est une activité qui se base en fait sur des vidéos témoignages qui ont déjà été montées. C'est une action qui s'articule autour de 3 principes. L'idée est de regarder, de débattre ensuite et de participer pour j'allais dire, pour les plus courageux, parce que comme le disait Vincent, c'est pas très simple de témoigner. Donc pour l'activité débat, il s'agit donc de regarder des capsules vidéo. On va vous en diffuser 2 tout à l'heure. De regarder des capsules vidéo qui sont des courtes capsules. En général, en moyenne, elles font 2 minutes, sauf quand on a un grand témoin qui a beaucoup de choses à dire. Ça peut être un petit peu plus long, mais en général, ça dépasse pas en moyenne, c'est 2 minutes. Donc des courtes capsules. L'idée, c'est de pouvoir les diffuser avec un groupe de participants pour prendre connaissance des différents témoignages qui ont été proposés et de débattre avec eux à partir d'exemples évoqués pour comprendre le processus en fait mis en place. Et enfin, pourquoi pas participer en livrant son propre témoignage, qu'il soit écrit ou filmé. Ou alors en participant à la captation vidéo dont vous parlera Vincent tout à l'heure. L'avantage de ce dispositif est avant tout qu'il permet, c'est ce que je vous expliquais, des utilisations différentes selon le temps, les moyens et l'orientation de l'action que nous souhaitons mener. Par ailleurs, il nous paraissait important, mais ça a été dit par Delphine et Vincent, que les jeunes puissent entendre des adultes qui acceptent de se remettre en question, parce que tout l'enjeu finalement de ces capsules vidéo, c'est de faire ce petit travail d'introspection et de pouvoir assumer face caméra ou pas, parfois juste face à soi, d'assumer en fait d'avoir changé d'avis à un moment. Donc pouvoir proposer à des jeunes ou des moins jeunes, enfin voilà, de pouvoir leur proposer effectivement que ça peut arriver à tout le monde d'avoir tort et que c'est parfois sain de se remettre en question. Donc, dans cette période dont un des enjeux majeurs réside pour l'adolescence dans la construction de sa propre identité, il nous semble essentiel de proposer une diversité de discours et d'identification possibles, que les jeunes puissent entendre des personnes de tous âges et notamment des adultes faire preuve de souplesse d'esprit, de capacité de résilience. C'est ce que Delphine expliquait tout à l'heure quand nous étions à Erasme au collège. Donc on l'a fait avec des classes et donc les professeurs étaient présents. Au démarrage de l'action, on informe tout de suite les professeurs que s'ils restent durant l'activité, ils vont devoir se prêter au jeu, donc de visionner les capsules, de débattre avec les jeunes et vraiment de se mettre comme nous, animateurs, on va aussi se mettre au même niveau que les participants et donc vraiment prendre part finalement au débat et à l'échange, etc. Donc, écouter ce que les personnes ont à dire, chercher à comprendre leur message, entendre que l'autre peut changer d'avis. Ça vient souvent résonner au niveau émotionnel pour les jeunes quand ils voient un professeur changer d'avis, quand ils voient un parent, un grand-parent, une figure du quartier, un animateur, un imam, comme ça a été le cas à la Méno. Je veux dire, ça vient quand même faire réagir certains jeunes et qui vont alors se laisser plus facilement immerger par leurs propres souvenirs et leurs questionnements. La mise en valeur du changement de positionnement également peut donner envie de témoigner à son tour et de prendre une part active en transmettant son message à d'autres. C'est aussi faire l'expérience finalement que c'est pas forcément destructeur ou déstructurant, mais que ça permet au contraire de se connaître un peu mieux et de se sentir valorisé dans la prise en compte de sa parole subjective. Alors, je vois une question.
La présence du professeur liberté de la parole des élèves. Par expérience, alors, enfin, voilà, ça dépend vraiment du positionnement des enseignants. On a eu des enseignants qui ont préféré quitter la pièce, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas souhaité prendre part à l'activité, et d'autres professeurs qui ont vraiment joué le jeu. Et j'ai pas l'impression, mais Vincent, tu pourras compléter. J'ai pas l'impression, en tout cas dans l'expérience moi que j'ai de la mise en place de ces témoignages, de ces débats ou des témoignages. J'ai pas l'impression quand les animateurs, quand les encadrants, quand les adultes présents avec les ados se prêtent au jeu, au contraire. C'est pas toujours le cas, mais globalement, c'est quand même bien reçu. Les jeunes arrivent quand même à parler parce qu'ils comprennent quand même que c'est pas quand ils sont à Erasme. Le souvenir que j'en ai, c'est que c'était une activité certes au collège, etc., mais ça n'était pas porté par les enseignants. C'était pas leur activité à eux. Et les enseignants qui sont restés étaient au même niveau, installés dans la salle avec leurs élèves. Ils se sont prêtés à l'exercice au même titre que leurs élèves. Donc les élèves n'y ont pas vu finalement un frein, mais bien au contraire. Enfin voilà, de pouvoir d'avoir peut-être ce moment aussi où les choses peuvent se dire. Oui, effectivement, c'est pas un frein selon le profil du professeur. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est absolument nécessaire, que ça soit l'équipe qui intervient, le vidéaste s'il est là, ou les professeurs, c'est l'écoute. Si un professeur est pas dans l'écoute et qui garde sa posture professorale avec les jeunes, ou qui se met en autorité classique, ça peut être pas un frein, mais ça peut créer une petite tension. C'est vrai qu'à Erasme, on a eu le cas qu'avec un professeur sur, je pense, 6 ou 7. Donc, globalement, ça se passe très bien. Mais voilà, faut quand même veiller à ce que le professeur soit actif s'il est là. Ou sinon, vaut mieux pas qu'il soit là. Alors, peut-être pour vous illustrer, on va peut-être vous passer les deux capsules. La première, c'est une capsule que j'utilise souvent en première diffusion quand on démarre une activité Si j'avais tort, parce qu'elle est j'appelle ça une capsule légère. Elle aborde un thème d'une manière plutôt légère. À l'époque, Lali était toute jeune, elle avait 11 ans. Et c'est un témoignage assez léger qui permet finalement aux participants de pouvoir rapidement comprendre en fait le principe du témoignage, les questions qui sont posées, etc. La deuxième capsule, c'est la capsule de Sally Oufaille, qui est imam à la Méno, mais qui est également éducateur à la retraite à l'association Éveil Méno. C'est lui qui avait organisé avec des partenaires du quartier le week-end du dialogue et du vivre ensemble, qui est du coup vraiment une figure qui représente le quartier de la Méno. Donc de pouvoir le faire intervenir, ça a été aussi pour, je pense, les participants à ce week-end-là, facilitateur de mise en confiance en fait avec nous qui arrivions avec caméra, studio, etc. De se dire cet éducateur, cet imam s'est prêté au jeu, on peut peut-être le faire aussi. Son propos est un petit peu plus sérieux que celui de Lali. Mais pour le coup, il a le mérite d'être assez intéressant, assez questionnant. J'ai eu des débats assez intéressants avec un groupe de jeunes autour du don d'organes. J'ai eu tort lorsque je croyais que les garçons ils étaient bêtes. Il y a un garçon qui est devenu le plus intelligent de la classe et du coup ça m'a fait changer d'avis. Maintenant je me dis que il faut se faire ses idées à soi et pas forcément écouter les autres. Et c'est surtout parce que chacun pense qu'il est plus fort que l'autre alors que c'est pas vrai.
Merci Delphine pour cette première vidéo. Donc, comme je vous avais dit, vidéo légère qui permet vraiment de poser un petit peu aussi le cadre de ces capsules. Elle dure moins d'1 minute, celle-ci, mais un propos construit. J'ai eu tort de penser que les garçons étaient bêtes. Voilà, l'idée est vraiment de pouvoir comprendre en fait le mécanisme de remise en question. Si on vous demandait aujourd'hui de vous prêter à l'exercice, que diriez-vous? Comment vous construiriez votre témoignage? L'idée, mais peut-être que je vais laisser Vincent en parler après. Mais effectivement, voilà, petite vidéo qui explique assez simplement finalement le fonctionnement des témoignages. On peut peut-être aussi écouter, on a encore un petit peu le temps, on peut écouter la vidéo de Saliou Faye. Je peux me poser la question si j'avais tort. Et donc, premier exemple que je donne, c'est quelque chose qui concerne le don d'organes. Don d'organes, avant, je pensais que c'est quelque chose qui ne devrait pas être possible. C'est pas normal. Pour deux choses. À l'époque, je disais que bon, quelqu'un qui donne, mais c'est qui? C'est qui? Peut-être, bon, c'est déjà quelqu'un qui n'a plus conscience et on va lui retirer un organe pour autre. Si on n'a plus conscience, on ne peut pas donner dans l'organe. Bon, dans sa vie, je sais que si il autorise cela, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je sais aussi qu'il y a une loi qui dit que si on n'est pas contre, on est d'accord. Il y a une loi dans ce sens-là. Mais bon, lorsque je dis ça, il n'y avait pas ces choses-là. Bon, mes idées d'avant, comme quoi que ce n'est pas possible, si c'est la famille qui doit donner, cela n'appartient pas à la famille, la personne n'a plus de conscience pour donner. Je sais qu'il y a des conditions aussi, hein, où ils ne le font pas automatiquement. Mais il y a autre chose qui me confirmait à l'époque que c'est pas possible. C'est pas possible parce que je dis que quelqu'un qui est décédé, il faut respecter le corps, il ne faut pas toucher, il ne faut pas chercher des choses comme ça. Mais au fil des années, avec ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu entendre comme ça, bon, je suis convaincu aujourd'hui que don d'organes, c'est quelque chose de bien. Non seulement que c'est quelque chose de bien, mais don d'organes, c'est un don de vie. Parce qu'on aide l'autre à continuer sa vie. Ça ne peut être qu'une bonne chose. Concernant le don d'organes, donc un petit peu moins léger que celui de Lali, effectivement, mais qui permet aussi d'aborder différents sujets, que ce soit pour l'avoir fait avec un groupe donc avec ces témoignages, l'idée est vraiment de pouvoir aborder différents sujets, qu'ils soient légers ou pas, et de pouvoir en discuter avec les jeunes avant d'éventuellement leur proposer de témoigner de leur propre expérience de changement de position. Est-ce qu'on analyse dans ces témoignages le cheminement qui conduit chacun à évoluer dans sa pensée? L'idée, justement, est de pouvoir expliquer, mais peut-être que je vais laisser Vincent développer l'activité témoignage. Ça répondra peut-être à votre question. Et si ça n'y répond pas, on le fera quand même. Mais peut-être pour ne pas spoiler, je vais laisser Vincent vous présenter l'activité témoignage. Alors, je traiterai le témoignage et aussi un peu l'aspect technique pour vous donner quelques outils pour pouvoir le réaliser. C'est vrai que la grosse partie de Si j'avais tort, c'est ça, hein, c'est la préparation du témoignage, l'accueil des personnes, la mise en confiance, l'écoute. Quand je disais qu'il fallait un tête-à-tête avec la personne, c'est effectivement parce qu'on va, avec elle, traverser certaines thématiques de sa vie ou biographie pour essayer de déceler un moment où la personne a eu tort. De prime abord, les gens ne trouvent pas obligatoirement où c'est juste
j'ai eu tort assez basiques. Il faut donc un peu cheminer avec la personne pour pouvoir lui donner quelques clés par rapport à des évolutions qu'elle a eues. Et donc, ces évolutions-là peuvent être issues d'un moment où la personne a eu tort et a changé d'avis, hein, puisque c'est la deuxième question. La première question, c'est j'ai eu tort lorsque, et la deuxième, c'est qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, ou qui et pourquoi. Donc, ce processus-là du témoignage est très importante sur l'aspect de la thématique abordée, de enjoindre la personne en fait de bien se rendre compte qu'elle allait témoigner devant la caméra ou le portable si vous êtes avec un portable, et donc de voir aussi l'impact que peut avoir cette parole si elle est diffusée. La question du droit à l'image, comme je le disais tout à l'heure, est essentielle, et il faut vraiment le témoignage, la diffusion du témoignage en amont sert aussi à ça, à rassurer, de voir que c'est possible, que d'autres l'ont fait. Mais c'est aussi un processus par rapport au fait de redire à la personne que son image, c'est la sienne, sa parole, c'est la sienne. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une activité qui est en cours, c'est pas parce qu'on fait le témoignage que nécessairement il sera diffusé et que c'est la personne qui décide de ça. Donc, le cheminement, on le fait avec elle, et progressivement, quand la personne est à peu près sûre de son témoignage, il faut pas lâcher l'affaire, c'est-à-dire qu'il faut rester avec, il faut encore la convaincre, mais positivement, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas une personne à passer devant la caméra, jamais. Il faut absolument que la personne ait l'envie de témoigner, envie pour dire que c'est possible d'avoir tort, mais aussi peut-être de présenter une thématique et de se dire qu'une autre personne pourra l'entendre et que ça fera résonance. On a eu des témoignages très très variés et c'est ça aussi l'intérêt des Si j'avais tort, c'est qu'on est, je voyais tout à l'heure l'aspect culturel sur la radicalisation, et je pense qu'effectivement c'est important que les personnes puissent avoir une parole libre et sur des thématiques très larges. Donc c'est pas parce que c'est Et si j'avais tort qu'on va nécessairement aller sur des thèmes qui sont en rapport à ça. Donc on a eu par exemple une jeune femme qui parlait du cancer de sa sœur. On a eu une personne, et j'ai le témoignage, on pourra le diffuser tout à l'heure, qui se reconnaissait pas, qui n'avait pas été reconnu dans sa culture d'origine parce qu'il avait un physique qui ne correspondait pas. Voilà. Donc ça peut être très très varié. Pour l'aspect technique, quand on a bien préparé tout ça, quand on a sécurisé, mis en confiance, s'assurer que la personne voulait réellement passer devant la caméra, en lui donnant la possibilité, même si elle le faisait, de pas le diffuser. Au niveau technique, là, c'était, on va dire, en mode pro avec un studio, des caméras. Mais finalement, ça peut très bien se faire avec un smartphone ou une petite caméra. Bon, il y a des smartphones qui filment très très bien, hein. Il faut juste s'assurer de ne pas être en contre-jour, donc d'avoir une lumière suffisante sur la personne. Préférer de mettre un kit main libre à la personne pour avoir un son qui est correct, parce que c'est quand même une grosse partie du témoignage, et éviter les zones où il y a trop de bruit. Voilà. À partir de là, vous pouvez le faire. On peut le refaire. Il faut donner la possibilité à la personne de se tromper, de pas être à l'aise, d'y revenir. Donc, il y a l'écoute, la confiance, mais aussi le temps. Il faut donner le temps. Il faut absolument pas stresser la personne. Elle parle de l'intime. On a un objectif commun, c'est de pouvoir parler de thématiques et de faire que d'autres personnes puissent les voir pour s'interroger. Donc, il faut laisser le temps aux personnes. Pendant le tournage, il faut absolument qu'il y ait une personne derrière qui l'accompagne, qui pose les questions, qui la rassure, qui puisse lui donner donc la possibilité de recommencer.
Voilà. Ensuite, quand la personne a terminé son témoignage, alors il faut pas la laisser partir comme ça. Il faut continuer le processus avec elle, continuer à la rassurer sur les débouchés de son tournage, c'est-à-dire où ça va aller. Hein. Ça doit être expliqué bien en amont. Hein. C'est-à-dire pourquoi on fait cette activité, à quoi ça sert, où ça va être diffusé. De toute façon, ils vous le poseront. Ils lâcheront pas des témoignages qui sont liés à leur biographie ou intime sans savoir ce qu'il en est. Ils sont assez, pour ce qui est des jeunes en tout cas, ils font quand même assez attention maintenant à tout ça. Et même s'ils sont très ouverts pour faire ce genre de choses, ils commencent à connaître les conditions d'une diffusion. Donc quand on sort, on a un sas de sortie hein, en fait, c'est-à-dire que il y a le sas d'entrée. C'est bien que cette salle-là soit peut-être à part de la zone de tournage. Quand on tourne, on demande à la personne si elle veut être accompagnée ou pas, si elle a besoin d'être seule avec l'éducateur ou le professionnel qui est là. Et ce sas de sortie, on rediscute avec la personne. Il y a parfois des témoignages qui peuvent être perturbants pour les jeunes ou même pour les personnes qui ont un certain âge. Parce que des choses se révèlent aussi au travers de cet exercice-là. C'est pas un exercice qu'on fait naturellement, c'est particulier. Donc ça peut faire ressortir des thématiques qui peuvent être bouleversantes. Et il faut savoir traiter cet aspect-là, notamment en tant que professionnel. Et voilà. Donc, quand on a rassuré aussi la personne sur le débouché, sur la question des droits, on se fait signer l'autorisation du droit de l'image, en s'assurant que la personne a bien compris, de savoir sur quel média vous voulez diffuser ça. Est-ce que c'est sur YouTube? Est-ce que c'est sur juste un document qui servira en interne pour vous? Comme un objet de débat, comme disait Rabia. Est-ce que la personne veut juste diffuser le son? Est-ce qu'elle veut faire le témoignage, mais ne veut ni diffuser le son, ni diffuser la vidéo? Dans ce cas-là, on peut faire une retranscription anonyme, ce qui permettra d'avoir quand même un document. Le taux hein, sur une quarantaine de témoignages, voire un peu plus qu'on a fait, il y a quand même pas mal de personnes qui vont avoir une certaine pudeur à la diffusion. Nous, ce qu'on fait, c'est que lorsque la personne a signé une première fois, lorsque la vidéo est montée, on leur propose le lien par mail et on leur redemande s'ils sont OK pour la diffusion, comme il l'avait indiqué sur l'autorisation de droit de l'image, pour s'assurer effectivement qu'il n'y aura pas d'incitation. Évitez sur YouTube de laisser les commentaires si vous devez diffuser ce genre de choses. Il faut pas exposer la personne à des haters ou ce genre de choses. Voilà pour le processus. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Rabia. Je n'ai rien à ajouter, mais est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette activité? Est-ce que finalement, Monsieur Scheidegger, est-ce qu'on vous a répondu? Pour compléter, je me permets, c'est des choses qui sont écrites hein, du coup dans le guide qu'on va diffuser très rapidement après l'avoir présenté aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. Et on sera évidemment toujours à disposition des partenaires qui veulent engager ces actions-là s'ils ont des questions précises après nous avoir écoutés aujourd'hui et avoir lu le guide. Alors évidemment, on n'est pas forcément en capacité d'être aux côtés des partenaires du réseau du Grand Est pour la mise en œuvre des actions. Nous, on les a expérimentées et aujourd'hui, on est à l'aise pour passer le relais hein, au travers de ce guide et du webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire proposer les capsules qu'on a déjà tournées et dont les personnes nous ont donné les droits pour qu'on puisse vous les mettre à disposition, dont les 2 qu'on vient de vous diffuser. Et puis, proposer que
des activités de tournage, d'enregistrement ou d'écriture puissent être mises en œuvre, mais on peut quand même aussi être sollicité par les professionnels qui veulent s'engager dans ces voies pour en parler avant ou après d'ailleurs, si c'est nécessaire. Une question, à partir de quel âge peut-on l'utiliser? Alors pareil, c'est aussi une des petites différences par rapport à nos cousins canadiens, où eux ont vraiment ciblé un public, alors de mémoire, je crois c'est 15-30 ans, quelque chose comme ça, 15-35, je sais plus trop. Nous, on a fait le choix de l'ouvrir, en fait, de ne pas avoir de limite d'âge, parce que ce qui est intéressant, c'est justement de voir cette pluralité. Finalement, c'est d'avoir des grands-parents qui participent, pendant le week-end du vivre ensemble, on a eu une maman qui a témoigné, sa fille qui a témoigné aussi, et ça permet vraiment d'avoir une grande diversité finalement de témoignages et de pas limiter ça à un exercice pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Vraiment, j'invite tout le monde à faire cet exercice tout seul, sans forcément le filmer, sans forcément juste voilà, quand vous avez un moment de pouvoir vous mettre en position et si j'avais tort et répondre aux 3 questions. J'ai presque envie de dire que la seule limite que je verrais, ce serait vraiment à ce niveau-là, une des plus jeunes je crois qu'on l'avait même fait avec des beaucoup plus jeunes qu'on n'a pas forcément mis en diffusion. On avait même des tout jeunes qui avaient 8-9 ans qui voulaient participer, témoigner aussi d'avoir eu tort. Alors je dis un peu au hasard, mais d'avoir eu tort, d'avoir préféré, je sais pas, moi, la couleur bleue plutôt que le rose. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais ils ont aussi, du coup, ils intègrent aussi finalement ce mécanisme du travail introspectif, de remise en question, etc. Donc, à partir du moment où la personne le comprend, alors c'est sûr que ça va être plus confort à partir de 10-11 ans, où ils arrivent quand même, ils peuvent passer à l'écrit tout seuls, ils peuvent, tout en étant accompagnés. Mais voilà, je préfère dire que c'est plus confort, mais il n'y a pas de. Après, charge aux animateurs qui se saisiraient de cet outil, d'adapter selon leur public. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On en avait fait la demande auprès du CPRMV pour savoir si on pouvait adapter, etc., parce que ça collait forcément avec nos publics, et ils étaient tout à fait d'accord avec ça, et pourvu que ça se diffuse et que chacun puisse l'adapter, parce que ce qui fonctionne au Canada fonctionne pas forcément ici, ce qui fonctionne ici fonctionne pas forcément en Belgique. Je veux dire, c'est à adapter en fonction des territoires, des mentalités, des publics, de l'âge. Donc vraiment ne pas hésiter à adapter. Et c'est comme disait Delphine, si l'une ou l'autre équipe, l'un ou l'autre professionnel a besoin qu'on puisse le réfléchir avec eux avant, après, faire un retour d'expérience. On est tout à fait disposé, et au contraire, on vous encourage même, si vous mettez en place les activités, de pouvoir nous faire un petit retour sur comment ça a fonctionné pour vous. Et on peut mettre en ligne les vidéos réalisées par d'autres partenaires si vous le souhaitez, si vos publics le souhaitent, pour que ça alimente cette base de vidéos disponibles à partir desquelles on peut débattre. Je me permets d'insister sur le fait que débattre à partir de témoignages, proposer le débat à des groupes à partir de témoignages finalement assez personnels, voire intimistes, de personnes qui se sont exposées dans leur changement d'avis. Je prends les 2 exemples d'ailleurs qu'on vous a donné là. Il y en a quand même bien plus en ligne. De fait, ça nous épargne d'avoir souvent affaire à des débats, à des prises de parole dans les groupes
trop clivante, voire agressive, parce que intuitivement, les groupes auxquels on s'adresse quand on propose de visionner ces capsules vidéo ont conscience en fait de la dimension d'engagement que ça suppose pour les personnes qui ont témoigné, et on a quand même assez rarement les moqueries qu'on pourrait avoir si on proposait le même contenu sous une forme plus pédagogique, classique et descendante. Je trouve que c'est important d'insister sur cet aspect-là, parce que c'est vraiment tout l'enjeu de pouvoir à la fois pour chacun exercer son esprit critique sur soi, et puis débattre de contenus proposés par d'autres sans que ça n'emporte un climat délétère, voire conflictuel. Alors, on va enchaîner peut-être avec une autre activité. La vague. Tout à fait. Alors, bon, vous voyez qu'on aime bien la vidéo. Mais c'est, je pense, un média formidable, finalement, pour aborder certains sujets. Alors, le film La Vague de Dennis Gansel, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le faire. Un film que je ne connaissais pas, mais qu'aujourd'hui je connais presque par cœur, tellement vu et utilisé auprès de différents publics. Donc, le petit pitch du film, assez rapide. Donc, c'est un film allemand, ça se passe en Allemagne, on est dans un lycée allemand avec une classe de terminale. Lors d'une semaine thématique organisée par l'établissement, on a un professeur qui est plutôt prof cool, hein, je le définis comme ça, qui est assez proche de ses élèves, qui a l'habitude de faire un cours sur l'anarchie. Mais cette année-là, il n'a pas réussi à le faire, et on lui demande de faire un cours, de faire une semaine thématique sur l'autocratie ou le totalitarisme. Les élèves de cette classe de terminale en Allemagne pensent que c'est impossible pour l'Allemagne de revenir à une dictature. C'est juste impossible, étant donné l'histoire, le passé du pays, impossible de revenir à une dictature. Et donc, le professeur décide de mener une expérience grandeur nature. Alors, petite précision, et ça, c'est vrai que les publics avec lesquels j'ai pu mettre en place étaient friands de ces anecdotes. C'est tiré d'une vraie expérience qui a été, je crois, mise en place dans les années 60. Donc, c'est quand même inspiré de faits réels, sans forcément... Enfin, voilà, après, mais c'est une vraie expérience qui a été menée, je crois que c'était dans les années 60. Donc, pour travailler autour de cette activité, il ne s'agit pas juste de lancer le film et attendre la fin, parce que souvent, là, pareil, c'est par expérience, souvent les élèves s'endorment quand on le fait avec des élèves. Mais pour pouvoir justement garder une dynamique tout au long du film, ce que je propose, c'est vraiment de pouvoir découper le film en 3 parties. Alors, vous retrouverez dans le guide, je crois que je précise les minutes, hein, il y a du début du film jusqu'à la 41e minute, de la 42e minute à la 70e et de la 70e à la fin. Donc, l'idée pour cette activité, l'objectif, on va dire, l'objectif principal de cette activité, c'est vraiment de pouvoir relever les facteurs de risque et de protection donc, l'idée était vraiment de permettre aux participants de pouvoir relever les éléments qui conduisent certains des personnages principaux de ce film à adhérer au groupe La Vague, et à contrario, les éléments qui peuvent les en protéger. À la fin de la première partie, après avoir visionné, l'intérêt pour les encadrants est de pouvoir recueillir les ressentis dans un premier temps et de pouvoir questionner un petit peu. Oui, tout à fait, l'expérience de Ron Jones.
fin des années 60. Merci beaucoup pour la précision. Pouvoir les questionner. Alors, dans le guide, enfin, voilà, on propose quelques questions, mais vous êtes tout à fait libre de les changer, d'en choisir d'autres. Ce que je propose, moi, en général, c'est de demander aux participants de quel personnage ils se sentent le plus proches. Leur demander s'ils sont d'accord avec les élèves qui sont convaincus qu'un système totalitaire ne peut plus être mis en place de nos jours, de pouvoir leur demander ce qu'ils pensent du positionnement face au projet qui est proposé, comment eux se positionnent face au projet proposé par le professeur. Est-ce qu'ils adhèrent, ils adhèrent pas à ce nouveau mouvement, la vague, ce nouveau groupe, et leur demander de pouvoir se projeter sur la fin du film, que va-t-il se passer? Leur poser ces questions-là à ce moment-là permet, à la fin de la deuxième partie du film, de reposer les mêmes questions et de permettre finalement aux participants de pouvoir changer d'avis, changer de positionnement aussi, et à leur demander bien sûr d'argumenter leur réponse. À la fin de cette deuxième partie, alors je vais essayer de pas trop vous spoiler le film, mais à la fin de cette deuxième partie, on a quand même une évolution de certains personnages. On en voit qui adhèrent de plus en plus et voilà, ça prend quand même une ampleur un peu plus importante dans leur vie. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener les participants à se questionner sur l'évolution de ces personnages-là. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi est-ce que ce jeune finalement est plus impliqué que d'autres, etc. De les faire réagir aussi quant à l'attitude du professeur et leur demander à nouveau comment est-ce qu'ils imaginent la fin de ce projet-là, de la fin du film, quoi. Et une troisième partie du film, enfin voilà, de la 70e minute à la fin, une scène particulièrement violente sur la fin. Donc je vous rends attentif à, voilà, là pour le coup, pour l'âge des participants, un public averti quand même. Après, libre aux animateurs de couper la fin, hein, de s'arrêter, parce que c'est vraiment dans les dernières minutes où là, on a affaire quand même à une scène assez violente. À quel moment du film l'expérience a basculé? Qu'est-ce qui aurait pu être évité? À quel moment? Qui aurait pu faire en sorte que les choses ne basculent pas? Et donc, ça pose toute la question de la responsabilité. Est-ce que c'est un personnage qui est responsable? Est-ce que c'est le professeur qui met en place cette expérimentation? Est-ce que c'est le groupe tout entier ça pose aussi la question de la responsabilité. Et donc, voilà. Je vous laisserai prendre connaissance de cette activité dans le guide. Et puis, par contre, ce qu'on a fait, là, c'était un petit peu le pari de cette activité, merci, c'était de proposer en fait cette activité à deux groupes différents. Alors là, nous, on avait fait le pari et on l'a amené, on l'a fait 2 ans de suite lors de la mise en place d'un programme de prévention de la radicalisation violente en collaboration avec l'administration pénitentiaire, qui nous a demandé d'intervenir auprès d'un public ciblé pour des questions de violence, voire de radicalisation ou de terrorisme. Donc, j'ai proposé cette activité. On l'a faite avec ce groupe de détenus et j'ai proposé la même activité, le même déroulé, tout pareil, avec un groupe d'élèves. Donc, je l'ai fait 2 années de suite, une fois avec un établissement, on va dire un établissement urbain et un autre établissement un petit peu plus rural. Et en fait, de proposer un échange épistolaire entre les deux groupes.
afin de leur permettre de réagir autour des personnages et des ressentis vis-à-vis du film, et puis finalement de les laisser aussi échanger sur tout ce qui entoure le film. Et on a eu de belles surprises pour les deux PPRV qui ont été menés, je crois, en 2018 et 2019. Donc on s'est retrouvé avec des détenus finalement qui faisaient prévention auprès des jeunes, auprès des élèves, avec voilà, une déconstruction du fantasme du monde carcéral que les jeunes peuvent cultiver. Donc c'était assez intéressant, et vraiment je vous encourage à pouvoir proposer cet échange épistolaire entre deux groupes avec qui vous auriez pu mettre en place cette activité. Je vais juste voir, parce qu'il y a eu quelques questions. Tac. Elle permet de questionner tout ce qui se passe dans le processus de groupe. Tout à fait, oui. La dynamique de groupe est très importante, même dans la problématique de la radicalisation. On sait que le groupe peut aussi entraîner certaines déviances. Ce film est-il libre d'accès de diffusion? Eh bien, c'est une très bonne question. Et là, je me retourne vers le... Je suis pas sûre. Mais il suffit de faire une demande. Voilà. Pour cette activité, la vague. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant cette activité. Sinon, je passe à l'activité suivante, parce que leur fil... pas de réaction. Eh bien, écoutez, pour la dernière activité qui est présente dans le guide qu'on va vous proposer, ça s'appelle Mission sur Mars, une activité que j'aime bien, qui est très simple à mettre en place, puisqu'elle ne demande pas beaucoup de matériel, et qui peut se mettre en place assez rapidement. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Pour cette activité, avant de démarrer, peut-être qu'il est intéressant d'expliquer aux participants que très souvent, on est tous finalement influencés dans nos choix par nos valeurs et nos croyances. Parfois, ces choix entraînent des conséquences sans grande gravité, et d'autres fois, les conséquences peuvent être plus importantes, notamment dans la recherche d'emploi, par exemple. Pour vous donner une idée de cette activité, peut-être que je vais juste vous donner la consigne. Il y a un énoncé assez simple. La planète Terre est devenue inhabitable en raison de la pollution. Vous avez été choisi pour agir à titre de comité de sélection pour la première mission humaine sur Mars. Vous êtes donc chargé, et là on s'adresse vraiment à l'ensemble du groupe, et les animateurs font partie du groupe, chargé de faire le tri parmi les candidatures qui ont été retenues à l'étape finale. Et donc vous aurez dans le guide un exemple de liste de candidats, mais vous êtes libre de pouvoir l'adapter, le modifier en fonction de vos publics. Donc, il s'agit de faire le tri par rapport à cette liste de candidats pour constituer l'équipe parfaite pour la mission. Les 4 personnes retenues iront peupler la planète Mars et assureront la survie de l'espèce humaine. Donc, l'animateur formera, là, il est question de former des petits groupes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir d'amener les petits groupes de participants, de 4 à 6 participants, c'est déjà pas mal par petit groupe. Alors après, on peut en faire 3, 4, 5 s'il le faut. Et puis, vraiment, l'objectif est d'arriver finalement, par la discussion, d'arriver à un consensus, en fait, au sein des petits groupes dans un premier temps, et puis avec le grand groupe dans un deuxième temps. Donc, on propose pendant 20 minutes à chaque petit groupe de réfléchir entre eux et de sélectionner parmi la liste que vous avez là dans le PowerPoint. Donc, pour donner quelques exemples, le médecin homosexuel, le prêtre camerounais,
l'infirmier vietnamien, enfin voilà, on a le traducteur, l'historienne de 75 ans, une travailleuse de la construction, un enfant de 10 ans surdoué, enfin voilà, il y en a quelques-uns comme ça. De pouvoir laisser les participants choisir, recruter leur équipe parfaite pour monter, pour aller sur Mars. Donc, la partie en petit groupe dure 20 minutes. Important de respecter le temps, parce que sinon, le consensus peut mettre parfois beaucoup plus de temps à être trouvé. Là, le fait de leur imposer une limite au niveau du temps les encourage vraiment à discuter, à argumenter. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une réponse unanime dans chaque groupe. Donc, c'est vraiment de pouvoir trouver un accord, et parfois, c'est compliqué. Pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, on a, par exemple, alors j'ai mis un imam marocain, alors ça peut paraître un peu je sais pas, un peu bizarre de le mettre comme ça, mais j'ai quand même eu des participants qui m'ont dit, mais moi, je prends pas d'imam marocain parce que je suis algérien et que je veux un imam algérien. Donc non, l'imam marocain n'ira pas sur Mars, par exemple. Mais ce qui permet derrière de pouvoir vraiment discuter dans le groupe, et parfois ils le font entre eux, sans forcément d'intervention de l'animateur, qui veille quand même à ce que les débats se déroulent de manière apaisée. Mais d'avoir d'autres participants qui disent, mais en fait, un imam, qui soit marocain, algérien, peu importe, ça reste un imam, c'est sa fonction qui nous intéresse, tout comme pour le chirurgien hispanophone, qu'il parle ou non la langue, ce sont ses compétences qu'on va valoriser, etc., etc. Donc, il peut se passer parfois des chouettes échanges dans les groupes. Au bout de ces 20 minutes, on demande aux différents groupes de présenter aux autres leur équipe parfaite pour sauver l'humanité. Tous les choix devront toujours être expliqués et argumentés. Et pour finir l'activité, l'idée, c'est vraiment de reprendre une discussion en grand groupe afin d'obtenir un consensus. Alors, non pas pour une nouvelle équipe, mais vraiment de sélectionner parmi les différentes équipes qui nous sont proposées par les participants, de choisir l'équipe parfaite, une seule donc, pour cette mission sur Mars. Tout à fait. Il s'agit de déconstruire les préjugés, bien sûr. L'idée de travailler sur les stéréotypes, les jugements de valeur, les croyances des participants. Donc l'activité se termine lorsqu'il y a eu consensus, et quand il n'y a pas de consensus, de pouvoir reprendre avec eux à la fin du temps imparti. Donc là, moi j'ai mis dans le guide, vous verrez, on prévoit à peu près 1h30 d'activité, parce qu'après sinon c'est beaucoup trop long. Mais au bout d'une heure et demie, si on n'est pas arrivé à un consensus, on arrête quand même l'activité, et puis on travaille sur pourquoi on n'y est pas arrivé. Et pourquoi pas reproposer à nouveau cette activité en changeant la liste des candidats, etc., etc. Pouvoir laisser peut-être les participants proposer. Ça, c'est aussi une des évolutions de cette activité, de pouvoir laisser parmi la liste des candidats un candidat parfait que l'équipe peut choisir. Je me permets d'ajouter que la liste pourrait être revue autant de fois que les groupes auxquels cet exercice serait soumis et les animateurs le souhaiteraient. C'est-à-dire que l'équipe du CPRMV avait une liste que nous, on a modifiée parce qu'elle ne correspondait pas du tout à ce qui pouvait parler en termes de vocabulaire à des groupes en France. Elle est remodifiable autant de fois qu'on veut. Elle est
aussi, enfin même la consigne de l'exercice peut être adaptée et s'amuser entre guillemets à choisir non pas 4 mais 8 personnes qui partiraient sur Mars. Enfin, on peut tirer cet exercice de façon, je pense, vraiment assez simple, de différentes manières, avec différents groupes aussi, et l'élargir. C'est vrai que ce qui nous a plu par rapport à toutes les activités présentes dans l'énorme guide Et si j'avais tort canadien, c'est que cette activité-là est facile. Elle est facile à appréhender. Il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Elle n'est pas très technique et elle implique une compréhension en fait assez simple en termes d'animation comme en termes de participation. Le guide donc qu'on vous a présenté aujourd'hui va être diffusé via nos moyens habituels de diffusion, donc la newsletter du réseau Virage. Il est facile ensuite à imprimer pour pouvoir le partager. On le mettra en ligne aussi sur le site internet du réseau Virage et vous pouvez complètement librement le partager avec des collègues, des partenaires pour pouvoir construire d'éventuelles actions dans vos services, établissements, etc. Pour nous, il n'est pas figé au sens où les retours éventuellement que vous pouvez nous faire de l'expérimentation de ces différents outils nous intéressent, ce qu'a dit Rabia tout à l'heure, donc on peut le faire évoluer. On a surtout prévu d'y ajouter au fil du temps d'autres outils et d'autres idées qui ne sont pas forcément toutes issues de l'expérimentation qu'on a déjà menée et qu'on vous a exposée aujourd'hui du CPRMV. On a commencé aussi à développer des outils et des activités nous-mêmes au niveau de l'équipe du réseau Virage et de la Maison des Ados que j'ai cité là, qu'on a cité dans le PowerPoint en tant que perspective parce que ce n'est pas abouti. Pour nous, c'est important de pouvoir faire partager au réseau des outils qu'on a suffisamment travaillé, expérimenté pour que justement chacun des partenaires puisse s'en emparer, je dirais, de façon confortable, en sécurité, de façon assez simple, sans avoir besoin de devenir tous et toutes des grands experts des radicalisations. On peut peut-être dire un mot de chacun des outils qu'on a listés là. Rabia et Vincent, vous allez m'aider. Rabia, si tu peux peut-être nous dire un mot des socionautes. Les socionautes, c'est une activité qui aborde les questions des publications sur les réseaux sociaux. Il s'agit en fait de vraiment travailler avec les jeunes. Alors, on n'a pas encore décliné pour ceux que j'appelle les moins jeunes, mais c'est vraiment les adolescents, là, pour le coup, de pouvoir travailler autour des publications qui sont faites. Je trouve que c'est jour après jour, mois après mois, d'autant plus parlant par rapport aux situations que nous, on peut rencontrer, effectivement, ce travail d'éducation aux médias, d'éducation au numérique, des pratiques numériques, quelque chose de très important au niveau de la lutte contre la radicalisation, les radicalisations, pardon. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire réagir. Donc, on a des situations types, des événements types. Pour donner un exemple, équipe de France. Alors, on propose, nous, directement les publications. Les jeunes choisissent sur quel réseau. Donc, ils tirent au sort et puis choisissent sur quel réseau ils vont poster leur publication. Donc là, on imagine une photo de l'équipe de France avec un petit commentaire en dessous qui dit quelque chose du genre une équipe un peu trop colorée pour être appelée équipe de France.
Donc après, le participant qui a tiré au sort cette publication doit réfléchir au réseau social sur lequel il va poster sa publication. Et les autres jeunes ont tiré aussi des publications et vont eux aussi poster leurs publications et réagir aux publications des autres. L'idée, c'est de pouvoir derrière. Alors, avant, bien sûr, d'en arriver à publier, chose importante, on a ce petit travail de construction d'identité numérique. Donc, on leur demande de se trouver une identité numérique pour pouvoir aussi reprendre pourquoi est-ce que tu gardes ton nom, tu changes ton nom, est-ce que c'est une photo de toi, est-ce que c'est une photo d'un animal, est-ce que c'est... Ça permet quand même de discuter de l'identité numérique et de pouvoir parler des réactions face à certaines publications, des commentaires qui découlent parfois de certaines publications, de pouvoir discuter de la responsabilité de ce qu'on poste sur les réseaux, parfois de la responsabilité des commentaires qui sont sous notre post, même si c'est pas nous qui les avons écrits. Nous sommes tout de même responsables des commentaires qui viennent alimenter nos publications. Donc, les socionautes, c'est vraiment de pouvoir travailler avec les jeunes autour de toute cette question de réseau social et de publication, de responsabilité, etc., etc. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, pas encore, je pense, mais c'est pour ça que c'est dans les perspectives. Mais on voit là quand même que pour faire de la prévention des radicalisations, on peut aussi travailler sur des outils et des sujets qui peuvent aussi nous aider à faire prévention dans d'autres domaines, en fait. Et vice versa. Et c'est là, je trouve que c'est intéressant, c'est que on n'est pas contraint à ne parler, par exemple, que de religion ou d'islam. Au contraire, on a vraiment cette nécessité de pouvoir construire des outils qui nous permettent d'aborder, encore une fois, je reviens à tous les sujets et les environnements que j'évoquais en début de matinée, y compris sur les réseaux sociaux, et d'aborder des sujets très, très vastes. Le jeu des attaches, c'est un outil qui est quasiment abouti, celui-ci, dont on pourra... parler assez rapidement, qu'on a construit pour pouvoir aborder au départ la prévention des addictions, et finalement dans lequel on a intégré tout ce qui est de l'ordre des addictions idéologiques, religieuses ou politiques, en plus de celle des produits. Et donc, on a un peu la même démarche, qui est celle de faire parler, de chercher du consensus avec, c'est un format jeu de cartes et de plateau sur lequel sont représentés tous les produits et tous les concepts, en fait, qui peuvent faire addiction. L'image téléphonée, Rabia, peut-être un mot? Alors, l'image téléphonée, exercice très simple. Alors, pareil, comme sur le modèle de mission sur Mars, quelque chose qu'on peut mettre en place assez rapidement. Le concept est assez simple. Je pense que tout le monde a déjà joué à ce fameux jeu qu'on appelait jadis le téléphone arabe. C'est le même principe. L'idée, c'est d'utiliser une image au sein d'un petit groupe. Pas que le groupe soit trop grand, mais il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus, parce que ça permet vraiment de voir comment l'information peut circuler. Donc l'idée, c'est d'avoir une image. Alors, de préférence, nous, là, pour le coup, on a fait dessiner par Thomas Huard, notre designer à la Maison des Ados. On lui a fait dessiner certaines situations. Voilà, des images. Alors, par exemple, l'image d'une grand-mère très très souple qui fait du yoga, voilà, ou alors d'une mère. Le papa qui s'occupe des enfants et la maman qui est sur son téléphone et qui envisage d'aller boire un verre. En fait, ça permet finalement de venir questionner certains discours ou certaines images qu'on peut avoir. Le premier candidat, le premier participant regarde seul cette image, il l'analyse, on lui laisse quelques
quelques secondes, hein, pas non plus 2-3 secondes, mais on le laisse vraiment bien analyser son image, on récupère l'image et on le fait, on demande à un autre participant d'aller rejoindre le premier pour entendre sa description. Et on le fait comme avec le téléphone arabe. Enfin, voilà, on le fait autant de fois qu'il y a de participants. Et puis, on demande au dernier participant de dire de groupe quelle est la description qu'il a retenue. Et parfois, on est complètement éloigné de l'image d'origine. Et ça permet de pouvoir reprendre finalement ce qui est venu intéresser l'œil du premier participant, ou dans la transmission, ce que les participants vont retenir. Par exemple, pour l'histoire de la mer, on se retrouve parfois avec des choses assez farfelues, hein, où on va pas intégrer. Alors, j'ai plus toutes les images en tête. Et on avait par exemple une image avec une petite fille qui fait un petit peu la bagarre et un garçon qui est là avec sa petite poupée. On n'a pas forcément l'habitude que les garçons jouent avec des poupées et que les filles fassent la bagarre. Et donc, même si le premier participant va décrire de la manière la plus sincère l'image, dans la transmission en fait des informations, on se rend compte qu'il y a parfois certains détails qui sont abandonnés, et parfois et très souvent de manière inconsciente par les participants, qui ne vont retenir finalement qu'une chose, ou alors celui qui va entendre ne peut pas entendre qu'une petite fille fasse la bagarre et qu'un petit garçon joue à la poupée. Donc il va changer l'information parce que pour lui c'est pas. Donc l'idée c'est vraiment, alors ça pareil par expérience, d'insister auprès des participants de pas changer ce qu'ils ont entendu. Ils ont parfois tendance à vouloir noyer un petit peu l'information, mais de leur dire que finalement, même en respectant de la manière la plus sincère finalement ce qu'on a entendu, l'information sera déformée. Donc, ça permet aussi de conscientiser auprès des participants que finalement, quand on a entendu une info qui a été entendue et on ne sait combien de fois, finalement, c'est quand même bien de retourner à la source pour finalement entendre soi-même l'information et s'en faire sa propre idée, sa propre interprétation, etc., etc. Donc voilà, mais pareil, activité assez simple à mettre en place, et avec des images. Alors là, on verra pour les mois qui viennent comment est-ce qu'on intégrera ça au guide d'action et de prévention. Et ne pas hésiter à alimenter aussi avec des photos, des images que vous auriez, vous, choisi de mettre en place. Alors, Fast and Virus, c'est un concept qu'on a développé pendant et après les confinements, les différents confinements, notamment pour donner la parole aux adolescents sur ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils y pensaient réellement, puisque les médias avaient tendance à prendre la parole pour eux, on va dire. Donc, c'est en mode Combini. Je sais pas si vous connaissez les vidéos YouTube Combini, c'est assez dynamique, et on leur demandait de se positionner sur un duo de mots antinomiques comme vaccin, pas vaccin, geste barrière, on lâche l'affaire, voilà, visio physique, un ensemble de choses comme ça. Et donc ça se réalisait directement sur le portable. Donc on avait juste à accompagner le jeune, à lui expliquer le dispositif, et il faisait ça seul avec son portable, et c'était monté et mis sur Instagram, sur la chaîne de la MDA. C'est un format qui plaisait plutôt aux ados, qui s'y mettaient assez rapidement, surtout qu'ils avaient envie d'en parler. Donc ce mode Combini peut être utilisé sur d'autres thématiques, hein. Là, il y a Fast and Virus, mais ça peut être développé sur d'autres thématiques. Voilà. Plus jamais ça, je vais en dire un petit mot. Rabia, si tu me permets, c'est un groupe de mamans de jeunes gens qui sont partis très tôt, hein, en général en zone de combat irako-syrienne, pour certains qui sont revenus, qui ont été incarcérés, pour d'autres qui sont décédés sur place.
quelques mamans maintenant qui ont rejoint le groupe aussi, dont les jeunes ne sont pas partis mais sont incarcérés, et qui ont fait groupe avec nous sur l'objectif commun de construire et mettre en œuvre des actions de prévention. D'où le nom Plus jamais ça, c'était leur objectif que plus jamais ça n'arrive à d'autres jeunes, comme c'est arrivé à leurs jeunes de se radicaliser à différents âges. On va dire ça comme ça, mais en général quand même avant l'âge de la majorité. Et ces mamans ont trouvé avec nous une manière en fait de pouvoir faire de la prévention. Et cette manière, c'est à nouveau d'enregistrer leurs témoignages. Alors pas tout en vidéo ou pas tout en vidéo de façon visible, mais ce sont aussi des vidéos que nous travaillons avec elles. Alors déjà que nous avons utilisé avec elles et enfin avec certains publics et notamment en milieu pénitentiaire pour faire de la prévention, mais nous travaillons aussi à ce que ça devienne un matériel disponible pour un réseau assez large de professionnels, un peu comme les capsules Et si j'avais tort dont on vient de parler ce matin, et que chacun puisse s'en emparer encore une fois pour engager des débats avec des publics jeunes ou avec des publics de parents. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours en cours avec différentes étapes et un projet de documentaire aussi sur la nécessité que les professionnels travaillent avec les personnes concernées et les plus touchées parfois pour construire leurs actions de prévention. L'arbre à défi de l'association Enquête, c'est un outil que nous voulons tester, expérimenter, qui est développé donc par l'association Enquête qui travaille sur la laïcité et les religions, qui travaillait au départ beaucoup dans le développement d'outils pour les enfants, mais qui en a aussi créé pour tout public et dont on pourra vous parler dans ce guide, puisque ce guide qui est vraiment à vocation évolutive a pour objectif de diffuser des actions, des outils un peu clés en main et qui sont à la fois comme ceux du CPRMV, si j'avais tort, construits par d'autres, comme l'association Enquête aussi, ou construits par nous, en tout cas que nous avons au moins expérimenté suffisamment pour être à peu près convaincus de leur bien fondé et de leur appropriation facile pour des professionnels qui souhaiteraient faire de la prévention sur ces sujets sensibles sans se mettre en difficulté. Deux derniers projets sur lesquels on travaille qui demandent là aussi un peu de temps et de conceptualisation et de moyens. C'est l'application Radicotest, on l'a appelée comme ça, qui est inspirée d'une démarche italienne qui se concentre sur la prévention des violences conjugales et qu'on adapte pour questionner non pas les violences conjugales, mais les vulnérabilités face à la radicalisation, quelle que soit son origine. Et l'objectif de cette application, qui sera donc une application sur smartphone ou sur site internet, ce sera d'amener les personnes, vous et moi, n'importe qui, à se questionner de façon très précoce sur ces difficultés, ces vulnérabilités en lien avec le passage à l'acte violent et la radicalisation. Et évidemment, en fonction de leur niveau de risque, de leur réponse, un peu façon questionnaire de magazine sur différents sujets, de leur proposer un lieu d'écoute adapté en amont de tout repérage ou signalement. L'idée, c'est vraiment de proposer un outil qui nous permette de nous auto-évaluer très tôt avant d'être engagés
dans quelque chose de plus inquiétant et qui pourrait être utilisé, par exemple, en tout cas les Italiens en font la promotion au sujet des violences conjugales de cette façon, être utilisé même voilà, entre amis, dans un groupe familial, etc. Allez, tiens, hop, on fait tous le test. Et puis, oulala, toi, c'est bizarre, pourquoi tu réponds ça et éventuellement se proposer pour être un interlocuteur professionnel de la santé et du social, je me permets, c'est le cas vraiment, c'est notre ADN au sein du réseau Virage, pour en échanger sans être dans un risque de signalement. C'est important de le dire aussi pour toutes ces activités de prévention, que une activité de prévention n'est pas un outil de détection et de repérage et que il faut pouvoir dissocier, si on veut être honnête dans notre démarche de débat et d'esprit critique, il faut pouvoir vraiment dissocier, le poser peut-être même comme cadre préalable, sécurisant l'activité de prévention d'une activité de détection ou repérage. Je pense qu'il faut même que ce soit pas les mêmes personnes en fait, parce que ce sont des activités dans lesquelles on peut se retrouver à entendre des choses. Je crois que c'est Ahmed Alameno qui disait qui nous écorche les oreilles, mais c'est tout l'objet, c'est de pouvoir permettre que ces choses difficiles à entendre soient dites à des professionnels qui peuvent supporter, qui peuvent remettre en débat, plutôt qu'elles soient dites de façon inadaptée, par exemple sur les réseaux sociaux. Dernier outil, dernier projet sur lequel on travaille et qui nous conduit à élargir aussi un peu le spectre conceptuel du réseau Virage, puisque là, il s'agit vraiment des théories du complot et plus seulement forcément des radicalisations. On est en train de construire avec une société spécialisée dans ce domaine-là, parce que c'est pas notre cas, un escape game portatif. Donc l'objectif, c'est que cet escape game puisse être mis à la disposition des professionnels pour qu'ils le mettent en œuvre dans n'importe quel lieu, sur justement les théories du complot. Donc l'objectif de ce jeu, en fait, ce sera un jeu. Ce sera de se sortir d'un espace, comme c'est le cas toujours dans un escape game, en ayant répondu à un certain nombre de questions, résolu un certain nombre d'énigmes autour des théories du complot, et de pouvoir, encore une fois, proposer cet outil vraiment à un réseau très large de partenaires pour qu'ils puissent l'utiliser avec une règle du jeu, une présentation graphique facile, et qu'ils puissent l'utiliser pour leur public. Voilà, on a encore quelques minutes pour d'éventuelles questions ou réactions. Je ne sais pas si on a tout dit, sûrement pas. Sur les outils dont on vient de parler en perspective, de toute façon, on reviendra avec d'autres webinaires au fur et à mesure qu'ils seront aboutis et qu'on pourra les ajouter au guide qu'on va donc mettre en ligne et diffuser très prochainement. Si certains professionnels souhaitent partager aussi leur expérience ou les activités, les actions de prévention qu'ils mettent eux-mêmes en place, on est dans l'équipe tout à fait ouvert pour pouvoir entendre. On est toujours en train d'expérimenter, de tester. Donc voilà, si vous avez d'autres idées d'actions de prévention, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse... voilà. Merci beaucoup, Rabia. Merci, Vincent. Merci. Derrière
toute l'équipe de la Maison des Ados et du Réseau Virage, dont certains sont en ligne et nous écoutent aussi. Merci notamment à Kevin Schaeffer, qui est notre graphiste, qui a mis en forme le guide qui va vous être diffusé. Et puis, à très bientôt pour les webinaires 2022 du Réseau Virage. Je crois qu'on n'a plus rien de programmé pour cette année 2021. Très bonne fête, du coup, à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, à l'année prochaine.